Comment augmenter son TJM? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers la notion de l'équation de la valeur perçue. Allez, c'est parti, on y va. Évidemment, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à recommander, mettre un commentaire, hein, ça me fera évidemment plaisir pour accroître la chaîne. Alors maintenant, comment ça fonctionne? Eh bien, l'équation de la valeur perçue, donc on va utiliser la tablette graphique aujourd'hui pour vraiment comprendre finalement l'idée qu'un TGM quelque part il se fixe pas. Certes, on va dire il y a on va dire des normes entre guillemets, enfin je vais pas dire des normes, mais des repères en termes tarifaires. Mais concrètement, on va voir qu'un TGM ne se fixe pas vraiment et qu'il y a plein d'éléments qui peuvent le faire varier. Et justement, on va tenter d'utiliser ces variables, entre guillemets, à ton compte pour faire en sorte, eh bien, tout simplement, que tu sois mieux rémunéré. Alors, comment ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça, donc c'est ce que j'appelle l'équation de la valeur perçue. C'est un concept qui est connu dans dans l'entrepreneuriat, hein, concrètement, et qui est une grande fraction. Alors, comment ça marche? Hop, on revient. C'est une grande fraction comme ceci, où on a une grande barre ici, où, où j'ai au-dessus, entre guillemets, la valeur que l'on va appeler, je vais enlever le petit point, la désirabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bah, c'est tout simplement être désirable sur un marché. Et on va voir finalement, c'est composé de plein d'éléments. Le premier élément, c'est finalement, surtout en tant que dev, c'est la stack sur laquelle tu es positionné. Je crois qu'on peut le dire en général, se spécialiser, c'est considéré comme, on va dire, le meilleur levier, le plus simple pour être rémunéré. Donc ça, c'est vrai. Choisir une bonne stack, évidemment, si tu es sur une stack, on va dire, une vieille stack en Pascal, bah, déjà, tu es peu désirable sur le marché. Donc là, tu pars mal. Par contre, évidemment, si tu es en React, voilà, un framework front-end récent comme React, voilà, évidemment, ta désirabilité sur le marché augmente. Donc ça, c'est un principe. Et justement, on parlait du marché, parce qu'il faut savoir que ben, tout marché, entre guillemets, a certains besoins. Typiquement, on va dire, tout ce qui est par exemple Kafka, la stack Kafka, c'est utile lorsqu'il y a une grosse synchronicité de systèmes d'information. Ça peut être bon du coup pour les e-commerce, pour les grands groupes ou ce genre de choses. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez désirable, par exemple comme stack, il faut le savoir. Après, qu'est-ce qui va donner la désirabilité? Eh bien évidemment votre lieu. Évidemment, ça paraît bête dit comme ça. Moi, je l'ai écrit un peu bizarrement, mais bon, vous comprenez. Tu comprendras, le lieu, si tu habites en plein milieu du Larzac et que ton client n'est pas en full remote, il y a de grandes chances que tu sois peu désirable à l'endroit où tu te positionnes. Ça paraît bête comme ça, mais non, le lieu a sa grande importance. Et enfin, le dernier élément, je dirais, c'est tout simplement, est-ce que tu veux un temps, je vais mieux l'écrire, ça va être un temps plein ou un temps partiel. Évidemment, il y a beaucoup moins de missions proposées en temps partiel. Ça ne veut pas dire que ce soit impossible, mais là, encore une fois, on baisse encore, on met encore à la baisse finalement le nombre de missions potentielles. Donc, quand je parlais du lieu aussi, c'est évidemment pour le remote. Il faut savoir qu'il y a beaucoup moins d'entreprises font du full remote. Donc, si par contre tu veux savoir comment négocier pour avoir une technique en full remote, j'ai fait vraiment une vidéo spécialement dédiée pour ça. Je t'invite à voir le i euh, sur ton écran juste en haut à droite. Alors, voilà, donc là on a fait un peu la désirabilité, ça paraît bête comme ça, mais avoir conscience de cet élément de désirabilité, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors qu'est-ce qu'on a à droite maintenant? On a ici ce que j'appelle la crédibilité. La crédibilité, c'est tout simplement la propension à augmenter, on va dire, la probabilité à ce que ta compétence soit transférée vers le produit, le projet de ton client potentiel. Et ça, du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui donne une certaine forme de crédibilité? Eh bien, le premier, entre guillemets, le maître, entre guillemets, c'est les années d'expérience. Alors je dis le maître parce que c'est beaucoup plus simple, c'est une forme de raccourci pour énormément de personnes en disant tel stack fois nombre d'expériences égale tel degré de compétence moyenne. C'est un raccourci entre guillemets de fainéant, mais en tout cas c'est celui qui est le plus utilisé. Mais c'est pas tout, finalement la crédibilité, si ça s'arrête là, les débutants auront aucune chance entre guillemets par rapport à des concurrents. Donc il y a d'autres éléments qui interviennent.
La crédibilité, ça peut être par exemple la manière dont tu es présenté par ton réseau. Parce que, évidemment, alors ça accroît évidemment le nombre de missions potentielles, mais ça a aussi le mérite justement de transférer la crédibilité d'une personne qui a déjà, entre guillemets, potentiellement une expérience, par exemple, ici, mais vers ta personne. Donc ça, c'est un élément très important. Finalement, le réseau, c'est quelque chose de super puissant. Qu'est-ce qui amène une crédibilité supérieure? Et là, je parle spécialement aux débutants ou ceux qui veulent absolument maximiser leur expertise au niveau d'un TGM. C'est ce que j'appelle les assets de crédibilité. Les assets de crédibilité, ce sont tous les éléments. Attends, je vais essayer de mieux le mettre. Tac, 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 tac. On va le déplacer ici. Les assets de crédibilité, ce sont tous les éléments qui permettent de percevoir à l'avance, avant un entretien, tes compétences. Ça peut être un portfolio, un compte GitHub, des vidéos YouTube, un podcast, une conférence, des interviews, enfin bref, des études de cas, des articles, enfin bref, tout élément qui permettent de se rendre compte de, bien tout simplement, de la perception de ta compétence. Parce que je voudrais revenir là-dessus, un adage que l'on oublie très souvent en tant que développeur ou gars dans l'IT de manière globale, c'est que l'on n'est vendu pas sur ses compétences, mais sur la perception de ses compétences. Et il faut bien comprendre ça en fait. Le fait de se vendre, finalement, c'est juste le moyen de faire transparaître tout simplement comment tu peux amener de la valeur pour ton client potentiel. Et donc, et dans le percevoir, il faut le voir, tout simplement. Donc, les assets de crédibilité sont un moyen absolument vitaux pour ceux qui veulent maximiser finalement, justement, la perception de ses propres compétences. Et en dernier point, mais pas des moindres, et c'est tout un art, en crédibilité, c'est tout simplement la phase de l'entretien. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est là où se négocie évidemment énormément de choses, la manière dont on présente, l'élocution, le recul sur ce qu'on fait. Tous ces éléments permettent évidemment d'asseoir finalement cette crédibilité et de bien se rendre compte que la personne perçoit le plein potentiel et elle sait ce qu'elle fait. Et donc ça, c'est tout un élément à part entière au service de la crédibilité. Mais c'est là où finalement cette équation, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie parce que si ce n'était que ça, en général, on serait, entre guillemets, il y aurait beaucoup moins de disparité de TJM. Et c'est là où je voudrais en venir, c'est-à-dire que le TJM, ça, c'est, on va dire, c'est des éléments de papier. Si on fait, entre guillemets, la stack et l'expérience par rapport à un lieu, ça ferait ce que j'appelle le TGM papier. C'est-à-dire le TGM, entre guillemets, voilà, le TGM papier dans la grande ligne. Mais là, dans la réalité, finalement, c'est un petit peu tout autre. Parce qu'il y a trois autres variables. La première variable, c'est tout simplement, je vais essayer de... Hop, on va remettre comme ça. La variable en dessous, ça va être la variable du temps. Et la variable du temps, elle est très importante. Pourquoi? Parce que la plupart des clients potentiels ont comme souci de rentabilité le temps. C'est ce qu'on appelle le time to market. Le time to market, c'est quoi? C'est cette propension à aller vite délivrer une fonctionnalité sur le marché de sorte à tout simplement que ce soit rentable. Et ce temps qui n'est jamais achetable, entre guillemets, qui n'est jamais récupérable. On ne récupère jamais le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une des valeurs les plus précieuses, finalement, pour la plupart des boîtes, des entrepreneurs, enfin, bref, pour tout le monde d'ailleurs, hein. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce temps, si vous pouvez influencer sur le gain de temps que vous avez pour votre client potentiel, eh bien, vous augmentez finalement votre valeur perçue. Alors, ce temps, je le scinde en deux. Le premier, c'est ce que j'appelle la disponibilité. C'est au bout de combien de temps tu es disponible. Évidemment, si tu dis à un client potentiel, moi je suis disponible dans 6 mois contre quelqu'un à même compétence, on va dire, perçue par le dessus, à même compétence perçue par le dessus, une personne qui est disponible de suite, ah bah là, clairement, je peux vous assurer que la personne qui est disponible de suite va être choisie et de très loin. Et quelquefois de très loin. Et parfois, cette variable de temps est de loin supérieure à cet aspect désirabilité et crédibilité. À certains moments de l'année, typiquement, très, très souvent en général en début d'année ou vers septembre-octobre, quand il faut cramer les budgets. Donc, s'assurer de cette disponibilité, et c'est pour ça que je parle très souvent d'épargne de précaution pour avoir le luxe, entre guillemets, d'être disponible sur le marché, eh bien, c'est quelque chose de très, très important.
La deuxième subdivision finalement du temps, c'est le temps d'opérationnalité. Et là, clairement, dans l'opérationnalité, je peux vous jurer qu'il y a une grande disparité entre ceux qui débarquent dans une mission en mode je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire en sorte d'être compétent le plus rapidement possible, jusqu'au point où il faut parfois 2, 3 mois avant, quelquefois presque de faire son premier commit. J'ai déjà vu, hein, c'est assez grave, mais ça arrive. Là, encore une fois, il y a une technique justement pour, entre guillemets, proposer une opérationnalité rapide, qui est tout simplement de proposer une stratégie d'onboarding, donc de processus d'opérationnalité en début de mission, et on le propose en entretien. Donc ça fait, en général, ça fait mouche, et quand on gère justement ce début d'opérationnalité conjointement avec le manager ou la personne qui s'occupe de faire en sorte que ça se passe bien au départ, eh bien, c'est un grand atout parce qu'on comprend finalement, on fait comprendre à la personne qu'on a à cœur ses intérêts dans la manière dont on va travailler avec lui. Donc, comprendre finalement à- comment on peut augmenter ou en tout cas réduire au maximum le temps pour être opérationnel, c'est une marque finalement d'expérience en fait, hein, de maturité par rapport au marché. Et ça, croyez-moi, ça ne fait pas manquer de le faire, d'augmenter votre valeur perçue, hein, tout simplement ici. Donc ça, c'est le temps. Ici, ce n'était que ça. Il y a également d'autres choses. Alors, je vais continuer ma barre ici parce que je sens qu'elle ne sera pas terminée. J'ai le temps, mais j'ai surtout aussi l'effort. Et ça, l'effort, il y a beaucoup de choses. On peut parler de maturité, on peut parler de proactivité. Est-ce que la personne a toujours l'impression que c'est elle qui doit faire un effort pour avoir n'importe quoi, un papier ou quoi que ce soit? Il y a évidemment la capacité de communication. On en avait parlé sur l'entretien, mais une bonne élocution, une grammaire correcte, tout ce genre d'éléments importe justement dans le fait que on sent que ça va pas être compliqué pour faire en sorte que la personne puisse s'intégrer aux équipes, délivrer, être comprise, etc. Ça fait vraiment une grande différence. D'ailleurs, au passage, c'est principalement à cause de ça, à cause de cet élément-là, que les travaux qui étaient déportés en Inde reviennent en France. Pourquoi? Parce que quelquefois, une bonne communication, et même, c'est pas quelquefois, c'est majoritairement, la bonne communication est le point central sur le fait justement que les temps soient réduits, qu'il n'y ait pas de quiproquo en permanence, qu'on fait des allers-retours. Et donc ça réduit drastiquement l'effort à bien, entre guillemets, s'assurer que les choses vont dans le bon sens, et donc du coup que les choses soient délivrées. C'est comme si, entre guillemets, vous avez un dialogue de sourds, hein, si vous étiez avec un Indien quelquefois, et à la fin vous dites, il est très bon techniquement, hein, clairement, vous regardez son compte Gitflow, sa stack, etc., elle est très bonne, par contre vous n'arrivez pas à le comprendre. Et c'est pour ça que finalement on est revenu finalement à développer en France, hein. C'est pour cette raison-là. Donc, il y a ces éléments de communication, et il y a évidemment les éléments de sociabilité. Si on est seul dans le coin et on est vraiment, entre guillemets, un connard auprès des autres, ça risque de mal passer. Et enfin, un dernier élément qui est un peu la marque, quelque part, un peu plus du freelance, c'est tout simplement l'autonomie. Est-ce que cette personne sait se débrouiller tout seul? Est-ce qu'elle sait poser des questions? Est-ce qu'elle sait s'interroger? Est-ce qu'elle sait voir, entre guillemets, voilà, être une grande personne, quoi. Voilà, c'est ne pas à devoir la gérer finalement un peu quelquefois comme un enfant. C'est assez pénible et ça manque pas en général de vraiment énerver finalement beaucoup de recruteurs, en tout cas, ou de managers en particulier. Donc ça, c'est la partie effort. Et la dernière, et pas des moindres, c'est ce que j'appelle le risque. Et là, le risque, c'est quoi? Eh bien, il faut savoir qu'un mauvais recrutement coûte énormément d'argent auprès des recruteurs, en temps et vraiment en investissement sur la personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pallier à ce risque-là, et c'est d'ailleurs sur ça principalement, sur l'aversion au risque que l'on joue pour négocier le full remote, c'est le point central qu'il faut s'axer pour faire en sorte qu'on a rassuré le manager et la personne et que la mission continue. C'est comme ça, d'ailleurs, c'est là-dessus principalement
où on verrouille finalement les débuts de mission et on s'assure que tout va bien et que on bénéficie vraiment d'une aura, vraiment d'une grande marque de confiance auprès de ce manager parce qu'on se dit avec lui, c'est bon, ça va marcher comme sur des roulettes. Si, et si, entre guillemets, il n'est pas forcément exactement, il n'a pas forcément exactement les compétences, je suis rassuré sur la manière dont ça va se passer, sur sa proactivité, sur sa maturité. Je sais que d'une manière ou d'une autre, ça va bien se passer. Alors comment du coup on réduit ce risque? Eh bien, la première chose qu'on peut proposer, c'est de faire en sorte qu'en début de mission, il y ait des entretiens hebdomadaires. Et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que les personnes ont besoin de savoir comment ça se passe. Mais pas à travers uniquement un Excel, même si c'est bon, parce que ça permet de détailler et justement, ça permet justement dans la technique d'opérationnalité de montrer le détail de ce qui est fait concrètement. Mais les entretiens hebdomadaires créent le lien avec le manager et ça crée la confiance. On va dire, on est des animaux sociaux, comme disent certains sociologues. Mais oui, en fait, tout simplement, le contact, le visuel est l'élément qui permet, eh bien, tout simplement, d'avoir confiance en la personne. D'ailleurs, il faut savoir que la qualité d'une communication passe à 7% par le verbal, à 38% par le paraverbal. Donc, le paraverbal, c'est l'intonation de ma voix. Et le non-verbal, c'est le visage, entre guillemets, toutes les émotions que peut susciter le visage, et notamment le contact avec les yeux, tout simplement. Donc c'est quelque chose de très important, et c'est pour ça d'ailleurs qu'avoir une bonne caméra et un bon éclairage, quand on fait en full remote, c'est un élément essentiel pour augmenter le capital confiance auprès de son manager. Donc ça, c'est un élément pour moi qui est assez crucial, c'est les entretiens hebdomadaires. Mais il y a également d'autres choses. Donc on peut tout simplement rajouter une période d'essai. Eh bien oui, dans les CDI, il y a une période d'essai, c'est pas pour rien. Mais dans les freelances, comme c'est un contrat commercial, rien n'oblige de le faire. Rien n'oblige de le faire, mais on peut le rajouter justement pour réduire finalement ce risque auprès de la personne. Parce que typiquement, il y a une période de préavis de freelance qui est de 1 mois contre 3 mois pour les CDI. Mais parfois, 1 mois, c'est très long pour un début de mission qui se passe mal. Donc, réduire à 1 ou 2 jours la période d'essai pour le premier ou deuxième mois, eh bien, c'est diminuer le risque que va prendre la personne si, entre guillemets, l'embauche, entre guillemets, ou la contractualisation commerciale se passe mal. Donc c'est un élément, justement, encore une fois, qui réduit le risque. Mais ce qui, pour moi, finalement, est le maître dans la réduction de risque, c'est s'assurer en permanence que tout se passe bien. Et ça, c'est quoi? C'est ce que j'appelle un compte rendu, ouais, un compte rendu journalier. Donc j'écris très mal, mais vous comprendrez. Le compte-rendu journalier, c'est un peu la promesse de dire en permanence, tu vas savoir comment j'avance. Donc c'est couplé, on va dire, au process d'onboarding ici, hein. Si vous le couplez ensemble, vous avez, entre guillemets, un levier pour rassurer et de réduire le risque absolument énorme. Donc voilà, c'est quelque chose que je voulais faire bien comprendre sur l'équation de valeur perçue. Alors évidemment, si vous regardez sur des sites comme Malte, pour savoir quel est votre TJM, si vous voulez votre, entre guillemets, votre fourchette, bah, vous prenez la stack, le lieu et l'expérience. Il y a des articles Malte qui font ça très bien. Mais concrètement, vous voyez qu'il y a énormément de choses qui interagissent sur votre TJM. Là, par exemple, sur la disponibilité, concrètement, c'est si vous avez du cash, eh ben, vous augmentez naturellement votre disponibilité. C'est pour ça que d'ailleurs, je parle de gestion de finances personnelles dans d'autres vidéos. Les assets de crédibilité, bah ça évidemment c'est quelque chose de majeur et surtout pour les débutants. Les débutants parce qu'il existe un fossé actuellement entre les personnes qui ont déjà une expérience et ceux qui ne l'ont pas. Et si tu arrives sur le marché et tu veux entre guillemets t'assurer de pouvoir proposer une certaine valeur, en tant que débutant, s'il y a bien une chose qu'il faut bien comprendre, c'est de créer des assets absolument de crédibilité. C'est absolument presque vital. Ou tu as un réseau ou des assets, mais l'un ou l'autre. Mais comme tu n'as pas d'expérience, il faut absolument. En fait, c'est mathématique. Comme tu n'as pas d'expérience, si tu n'es pas une bonne image par ton réseau, préintroduit par ton réseau, ou un asset de crédibilité, ta crédibilité, elle vaut rien.
Donc si ça égale 0, désirabilité fois 0, ça fait 0. Divisé par tout ce que tu veux, ça fera toujours 0. Donc c'est un peu la chose qu'il faut faire. Il faut absolument t'assurer que soit ton réseau ou soit ton asset, un asset de crédibilité, sont là si tu veux si tu es vraiment en début de carrière dans l'info. On maximise évidemment pour plus tard ce côté-là, mais en tout cas c'est la même chose. Alors, après, j'ai pas mal de personnes qui me disent, bah ouais, mais moi j'aime pas me vendre, c'est quelque chose que je me sens mal à l'aise. Et bien finalement, quand on regarde dans tous ces éléments-là, pour moi, il y a deux manières de se vendre. Il y a le marketing d'une part et la vente en face d'une personne d'autre part. Et quand on regarde finalement, on pourrait dire que tous ces éléments-là, ça, ça, c'est du marketing. Du marketing, c'est quoi? Ce sont tous les éléments qui te font vendre avant même que tu rencontres une personne, avant même que tu aies à dire un mot avant cet entretien, où là, clairement, il y a un système de vente. Mais encore, là-dessus, sur l'entretien, comme entre guillemets, il y a toute cette phase, on va dire, de marketing en termes de positionnement, de stack, de marché, d'expérience, de réseau et d'assets, tu préqualifies. Et du coup, quelquefois, les entretiens, c'est plus, on va plus trop tester finalement les choses. On va discuter, on va voir un petit peu les termes du contrat, un petit peu, presque un peu de négociation de TJM. Mais en tout cas, la partie confiance, crédibilité, elle est déjà assurée. Et si on descend en dessous, la disponibilité que j'ai ici, eh ben, c'est aussi quelque chose, un peu du marketing, c'est la préparation en fait. Quand tu dis finalement sur un profil que tu es disponible de suite, bah, évidemment, alors sauf si tu n'as pas trouvé de mission depuis 9 mois, et dans ce cas-là, bah, il faut donner l'argument pourquoi. Mais si tu es disponible de suite et tu viens d'arrêter une mission, bah, évidemment, là, entre guillemets, tu es très envié sur le marché, tout simplement. L'opérationnalité, elle, c'est évidemment un système de vente, mais qui se fait avant la mission, idéalement, en suggestion d'entretien, sur comment on se rend opérationnel ou et surtout pendant le début de la mission, et ça c'est quelque chose de entre guillemets qui verrouille finalement l'affaire quoi entre guillemets. Tous ces éléments-là, proactivité, autonomie, sociabilité, gna 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 gna, tous ces éléments-là peuvent également se mettre sous une forme de marketing. Pourquoi? Parce que si entre guillemets tu démontres des assets de crédibilité, à travers soit la voix, l'écriture, indirectement, tu as déjà fait le marketing que ta maturité, ta proactivité, rien que par la création de contenu, la communication, par le contenu en lui-même, la sociabilité potentiellement par le réseau, et évidemment l'autonomie, ben, l'autonomie elle est faite. Si tu as créé du contenu et que 95% des autres personnes ne créent jamais rien, tu te démarques en fait, automatiquement. Et ça avant même que tu aies à parler dans l'entretien. Donc là, c'est vraiment du domaine du marketing. En revanche, ici, tout ce qui est entretien hebdo, période d'essai, compte rendu journalier, ce sont des suggestions qui se font pendant l'entretien et qui pourraient être dites du domaine de la vente. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a énormément de choses, que ce soit ici, donc tout ça, la disponibilité, la désirabilité, l'expérience, les assets, etc. Tous ces éléments-là font partie du marketing. Donc si tu es quelqu'un de timide, eh bien, tu peux travailler sur tous ces éléments-là avant même d'avoir une mission et du coup, tu bénéficies d'une aura, entre guillemets, pour augmenter ta valeur sur le marché. Oui, entre guillemets, il faut être un peu plus à l'aise pour se vendre bah, en fait, c'est l'entraînement, hein, tout simplement. Mais à force de le faire, hein, ça va beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais c'est quand même plus facile de tenter de vendre quelque chose lorsqu'on s'est déjà pré-vendu. On verra que lors d'un entretien, il y a beaucoup moins de tension, on a beaucoup moins l'impression de devoir tout déballer, tout reparler, etc. C'est beaucoup plus simple. L'atmosphère pendant les entretiens est beaucoup plus tendue. On est beaucoup plus pas dans un système où on va contrôler et savoir si tu es la bonne personne ou pas. On sait que tu es la bonne personne. Presque, de fait, on va plus s'assurer des termes du contrat. C'est qu'est-ce que tu as besoin. Voilà, c'est vraiment bien comprendre, entre guillemets, la mission, comment ça se passe. Et juste après, bah, négocier, finalement, proposer, avoir certains éléments à proposer pour tout simplement augmenter un peu le TJM et rassurer le client. Mais en tout cas, sur la partie testing, quelquefois testing technique, bah, typiquement, si tu veux réduire finalement l'impact des entretiens techniques lors des entretiens, euh,
créer des assets de crédibilité sur l'aspect technique et tu demandes avant l'entretien que la personne, que l'expert technique, j'en sais rien, le tech lead ou je sais pas quoi, voit l'ensemble de tes éléments avant l'entretien, crois-moi, quand il va arriver l'entretien, il va plus te poser des questions à la con sur, j'en sais rien, sur une servlette ou je sais pas quoi en Java. Enfin, on va arriver sur des éléments un peu plus haut niveau, entre guillemets, de discussion, et pas un contrôle pur et simple, on va dire, vraiment trop bête et méchant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu comprends finalement que, évidemment, le TJM ne se fixe pas et que, au contraire, pour augmenter sa valeur perçue, eh bien, il y a tous ces éléments qui rentrent en jeu. Donc, il y a, comme je le répète, il y a quand même le TGM papier qui est la stack, le lieu et l'expérience, où là, ça set entre guillemets la fourchette de choses, mais la maximisation de cette fourchette de prix se fait par tout le reste. Et ça, c'est un élément justement qui peut faire une énorme différence, tout simplement, sur ton TGM réel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien écoute, rajoute un petit commentaire, inscris-toi à la chaîne, abonne-toi à la chaîne, mets-moi un petit pouce bleu, et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!